Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Bonjour à tous et bienvenue au marché de Noël de la ville de Brest pour ce dernier dialogue littéraire de l'année 2013. Nous retrouverons tout à l'heure Marion pour sa sélection de beaux livres qui vous permettra d'étoffer votre liste de cadeaux de Noël. Mais avant cela, retour sur deux rencontres exceptionnelles qui ont eu lieu à la librairie avec Philippe Gueluc et Douglas Kennedy. Tout d'abord, administrateur du Théâtre national irlandais à Dublin, Douglas Kennedy, originaire des États-Unis, a rapidement décidé de se consacrer uniquement à l'écriture. Ainsi, de nombreux livres ont été écrits, publié et traduit dans de multiples langues. Mi-novembre, nous l'avons accueilli à la librairie pour la présentation de son dernier ouvrage 5 jours aux éditions Belfond. Retrouvons-le tout de suite au micro de Marion. Douglas Kennedy, bonjour et bonjour. Bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez nous présenter aujourd'hui votre dernier roman, 5 jours, aux éditions Belfond. L'histoire d'une rencontre et d'un coup de foudre à Boston entre une femme, Laura, et un homme, Richard, tous les deux prisonniers d'un couple à bout de souffle. Ni Laura ni Richard n'ont jamais fait vraiment de choix auparavant. Ils doivent en faire un aujourd'hui. Pourquoi ce thème récurrent dans votre roman? Parce que c'est un thème primordial dans la vie. Peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai connu un succès hallucinant, avec lequel je suis très reconnaissant partout, et parce que mes romans fonctionnent comme des miroirs. On voit dans mes narrations ses propres dilemmes, ses franchement déceptions personnelles, ses rêves. Et aussi l'idée que dans une vie, le plus grand défi, c'est soi-même. Mais un des thèmes essentiels chez 5 Days, chez 5 jours, c'est le fait que, franchement, changer, c'est le verbe le plus difficile à suivre. Votre narrateur est une femme, elle est tout à fait bouleversante. Pourquoi avoir fait ce choix dans votre roman? Le truc avec Laura, c'est le point de vérité de sa vie. Elle a la quarantaine, au milieu d'un mariage qui est plein. Elle a commencé à faire face au fait que le mariage a commencé comme un pansement après une tragédie. Dan, son mari, ce n'est pas un monstre, mais c'est un homme après déprimé à cause de son chômage, distant, pas de même niveau intellectuel. Ce n'est pas une brute, mais franchement, elle a commencé à faire face. Je suis ensemble avec un homme depuis 23 ans qui n'est pas l'homme de ma vie. Une des choses les plus passionnantes pour moi quand j'observe la vie des autres et aussi quand j'ai fait des réflexions à ma vie aussi, et pourquoi on reste dans un climat malheureux. Et pourquoi c'est si difficile de partir? Quel est l'avenir ici? Surtout avec un homme avec lequel il n'a pas beaucoup des choses franchement intimes, sentimentales. Elle manque l'amour. Et d'après mon expérience, la solitude dans un mariage, ça c'est le pire. L'histoire se passe dans le Maine. On a le sentiment que les rumeurs y vont bon train et que la vie y est plutôt discrète. Pour quelle raison avez-vous choisi ce lieu? Parce que je vis là-bas. Franchement, je vis aux 15 km de le village où Laura vit. Je vis dans un village qui s'appelle Wiscasset. Laura vit à Damariscotta, qui est plus nord. Le Maine, oui, c'est discret, c'est isolé. C'est un paysage magnifique, c'est notre Bretagne. Franchement, en fait, une état des pêcheurs, d'une côte sauvage, la mer Atlantique, des rochers, c'est exactement, des villages franchement magnifiques. C'est raffiné, mais c'est aussi franchement très indépendant. J'ai lu un sondage récemment. C'est l'État le plus laïque aux États-Unis. J'ai une fierté de ça.
Comédien de formation, Philippe Guéluc est le papa du très célèbre personnage de bande dessinée, Le Chat, aux éditions Casterman. Il y a quelques jours, vous étiez très nombreux à venir l'accueillir à la librairie pour une séance de dédicace. Nous le retrouvons tout de suite au micro de Laurence. La Bible selon Le Chat, c'est maintenant. Alors Philippe Guéluc, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter le 18e tome des aventures du chat qui est intitulé La Bible selon le chat et qui vient de paraître aux éditions Casterman. Alors le personnage du chat que l'on connaît bien maintenant, qui est même devenu mythique, on peut le dire, il a aujourd'hui 30 ans, ce qui est un bel âge pour un félin puisqu'il est apparu pour la première fois dans les journaux en 1983. Est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce félin ? Oui, bien sûr. Il est né en 83, comme vous l'avez dit, le 22 mars exactement. Première apparition dans la presse belge. Une apparition passée totalement inaperçue parce que les gens ne savaient pas que ce serait le début d'une aventure étonnante. Moi, je l'ai très vite pressenti. Il est arrivé dans le journal suite à une espèce de casting passé auprès de 4 dessinateurs belges que Le Soir avait contactés. J'étais l'un d'eux. Un ami journaliste appréciait mon travail d'avant le chat et m'avait dit « ce serait bien pour toi d'être diffusé dans un média de grande diffusion ». J'avais pas beaucoup de temps à l'époque, je travaillais déjà beaucoup dans divers métiers, j'étais comédien, je faisais de la télé, de l'écriture, je dessinais pour des expositions et puis je lui ai griffonné un truc comme ça. Et ça a fait marrer tout le monde et ils ont dit « c'est lui qu'on veut ». Et le premier du 22 mars, la première case il dit pif, dans la deuxième paf, dans la troisième pouf et il dit « c'est un bon début ». Alors 18 tomes après cette naissance que vous venez de nous raconter, vous nous proposez le premier récit long des aventures du chat. Est-ce qu'il s'agit d'une rupture dans ces aventures ? Alors, j'aime pas le mot rupture parce que ça veut dire séparation. En tout cas, c'est une nouvelle aventure. Vous savez, je me sens tellement bien dans ma vie, dans mon métier. J'ai une chance incroyable qui est de réaliser un rêve d'enfance, c'est-à-dire de gagner ma vie en dessinant des conneries et de pouvoir faire vivre ma famille. Et je me dis, mais quelle chance. J'ai toujours donc publié des albums du chat, les 17 premiers, avec des gags courts, 3 cases, une image, une planche maximum. Et là, je me suis lancé dans un long récit. Alors c'est une interprétation très libre évidemment de l'Ancien Testament, mais mon co-auteur qui est Dieu est mentionné sur la couverture, car c'est quand même au départ comme ça que ça s'est passé, c'est lui qui est venu me visiter. Alors oui, justement, comment s'est déroulée cette collaboration ? On a sonné à ma porte un jour, j'ai ouvert, c'était lui. Je m'y attendais pas, parce que moi j'ai jamais cru en Dieu, je suis élevé dans une famille d'athées. Et donc ça n'a pas changé depuis mon enfance. Mais alors, en le voyant devant moi, j'ai bien été obligé de l'admettre. Et il m'a dit en revanche que lui avait toujours cru en moi. Et donc, grâce à cette collaboration, les gens vont retrouver la foi, vont retrouver le chemin des églises. Et le pape Benoît m'a envoyé un très gentil petit mot pour me remercier pour tout ce que je faisais pour son business. En parallèle, vous avez également publié un essai intitulé « Peut-on rire de tout ?» et paru aux éditions Lattès. Un essai dans lequel vous vous posez la question, plusieurs questions. Est-ce qu'on peut rire des juifs ? Est-ce qu'on peut rire des homosexuels ? Et bien d'autres thématiques. Et de manière assez provocatrice, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il faut sortir du politiquement correct ? Et est-ce que c'est l'humour qui permet de faire ça ? Il me semble, moi j'ai l'impression que les convenances ont tendance à un petit peu se restreindre et à vouloir nous brider. On ne peut pas rire de la religion, on ne peut pas rire de... Moi je pense qu'il faut rire de tout. Et avec tout le monde, contrairement à ce que disaient des proches. L'autre jour, en séance dédicace à Bruxelles, il y a une jeune femme voilée, musulmane, qui vient vers moi avec un grand sourire pour me faire dédicacer la Bible selon le chat. Elle me dit, c'est la première fois que j'achète la Bible. Et je trouvais ça magnifique. On a ri, je lui ai fait un dessin. Elle m'a demandé de saluer Dieu de sa part, quand je le verrai. Et donc, voilà. Où est le problème ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a que de la fraternité dans tout ça. Regardez, je vais vous faire un dessin animé. Là. Nous retrouvons Marion tout de suite pour sa sélection de livres. Bonjour Marion. Bonjour Émilie. Alors quel est le premier ouvrage que tu souhaites nous présenter ? Donc, le premier ouvrage est un livre de Paul Bloas intitulé Les Seigneurs aux éditions Dialogue, paru à l'occasion d'une exposition organisée dans la ville de Saint-Gratien qui s'est tenue du 3 octobre au 7 décembre dernier.
C'est une véritable rétrospective de son œuvre, de 1984 jusqu'à aujourd'hui, où l'on peut constater l'évolution de son graphisme. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve également les peintures sur faïence qu'il a effectuées, qui créent une véritable frontière entre ses dessins éphémères et ses dessins sur très grand format. Et le deuxième ouvrage parle de designer, je crois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc le deuxième ouvrage est un ouvrage intitulé Travaux de Ronan et Erwan Bouroulec, paru aux éditions Phaidon. C'est un livre qui retrace leurs œuvres. Donc, ce sont deux designers français qui sont assez jeunes puisqu'ils sont nés pour chacun en 1971 et 1976. Ils se sont fait connaître dans les années 90 et continuent à inventer des œuvres exceptionnelles. C'est un livre passionnant pour les amateurs d'art, mais également pour les jeunes étudiants en design ou les professeurs d'art et de design. Et enfin, pour terminer, quel est ton troisième livre? Alors, on reste encore dans un livre d'art, c'est la photographie. Donc, c'est un livre qui s'intitule Chronique d'une terre dévastée de Nick Brandt. C'est le dernier ouvrage d'une trilogie qui a commencé en 2005, où il y a de nombreuses photographies d'animaux, éléphants, rhinocéros, lions. C'est pour vraiment montrer le trafic qui peut être engendré par les tueries des éléphants pour leurs ivoires, des lions pour leurs os, leurs dents, etc. C'est la première fois que Nick Brandt photographie des hommes. Donc ces hommes font partie de sa fondation qui s'appelle Big Life Foundation, qui est une fondation qu'il a créée en 2010 pour protéger les écosystèmes vitaux au Kenya et en Tanzanie. Donc un beau livre de photographie, Chronique d'une terre dévastée de Nick Brandt aux éditions de La Martinière. D'accord, merci beaucoup Marion. Merci. Et bien voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivie. Pour la prochaine, nous serons en 2014. À bientôt et bonne fête de fin d'année. Thank you.